Chapitre 3e. Voyage des deux habitants de Sirius et de Saturne. Nos deux philosophes étaient prêts à s'embarquer dans l'atmosphère de Saturne avec une fort jolie provision d'instruments mathématiques, lorsque la maîtresse du Saturnien, qui en eut des nouvelles, vint en larmes faire ses remontrances. C'était une jolie petite brune qui n'avait que 660 toises, mais qui réparait par bien désagrément la petitesse de sa taille. Ah, cruelle, s'écria-t-elle, après t'avoir résisté 1500 ans, lorsqu'enfin je commençais à me rendre, quand j'ai à peine passé 100 ans entre tes bras, tu me quittes pour aller voyager avec un géant d'un autre monde. Va, tu n'es qu'un curieux, tu n'as jamais eu d'amour. Si tu étais un vrai Saturnien, tu serais fidèle. Où vas-tu courir? Que veux-tu? Nos 5 lunes sont moins errantes que toi, notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait, je n'aimerai jamais plus personne. Le philosophe l'embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu'il était, et la dame, après s'être pâmée, alla se consoler avec un petit maître du pays. Cependant, nos deux curieux partirent. Ils se terrent d'abord sur l'anneau, qu'ils trouvèrent assez plat, comme l'a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe. De là, ils allèrent de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière. Ils s'élancèrent sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand ils eurent fait environ 150 millions de lieues, ils rencontrèrent les satellites de Jupiter. Ils passèrent dans Jupiter même, et y restèrent une année, pendant laquelle ils apprirent de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse sans messieurs les inquisiteurs qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j'en ai eu le manuscrit dans la bibliothèque de l'illustre archevêque de, qui m'a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu'on ne saurait jamais assez louer. Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ 100 millions de lieues et ils côtoyèrent la planète de Mars qui, comme on sait, est 5 fois plus petite que notre petit globe. Ils virent 2 lunes qui servent à cette planète et qui ont échappé au regard de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de ces 2 lunes, mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du Soleil, se passât à moins de 2 lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit qu'ils craignirent de n'y pas trouver de quoi coucher, et ils passèrent leur chemin comme de voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village et poussent jusqu'à la ville voisine. Mais le Syrien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps, ils ne trouvèrent rien. Enfin, ils aperçurent une petite lueur, c'était la terre. Cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique le 5 juillet 1737, nouveau style. Chapitre 4e. Ce qui leur arrive sur le globe de la Terre. Après s'être posés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeuner de montagne que les gens leur apprêtèrent assez proprement. Ensuite, ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils allèrent d'abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Syrien et de ses gens étaient d'environ 30 000 pieds de roi. Le nain de Saturne suivait de loin en haletant. Or, il fallait qu'il fît environ 12 pas, quand l'autre faisait une enjambée. Figurez-vous, s'il est permis de faire de telles comparaisons, un trop petit chien de manchon qui suivrait un capitaine des gardes du roi de Prusse. Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en 36 heures. Le soleil, à la vérité, ou plutôt la terre, fait un pareil voyage en une journée, mais il faut songer qu'on va bien plus à son aise quand on tourne sur son masque que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d'où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu'on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du Grand Océan, entoure la taupinière. Le nain n'en avait eu jamais qu'à mi-jambe, et à peine l'autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu'ils purent en allant et en revenant dessus et dessous pour tâcher d'apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout, mais leurs yeux et leurs mains n'étant point proportionnés aux petits êtres qui rampent ici, ils ne perçurent pas la moindre sensation qui peut leur faire soupçonner que nous et nos confrères les autres habitants de ce globe avons l'honneur d'exister. Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d'abord qu'il n'y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu'il n'avait vu personne. Micromégas lui fit sentir pour lui-même que c'était raisonné assez mal, car, disait-il, vous ne voyez pas avec vos petits yeux certaines étoiles de la 50e grandeur que j'aperçois très distinctement. Concluez-vous de là que ces étoiles n'existent pas? Mais, dit le nain, j'ai bien tâté. Mais, répondit l'autre, vous avez mal senti.
Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier d'une forme qui me paraît si ridicule, tout semble être ici dans le chaos. Voyez-vous ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne sont ni ronds, ni carrés, ni ovales, ni sous aucune forme régulière, tous ces petits grains pointus dont ce globe est hérissé et qui m'ont écorché les pieds? Il voulait parler des montagnes. Remarquez-vous encore la forme de tout le globe, comme il est plat au pôle, comme il tourne autour du soleil d'une manière gauche, de façon que les climats des pôles sont nécessairement incultes. En vérité, ce qui fait que je pense qu'il n'y a ici personne, c'est qu'il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. Eh bien, dit Micromégas, ce ne sont peut-être pas non plus des gens de bon sens qui l'habitent. Mais enfin, il y a quelque apparence que ceci n'est pas fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici, dites-vous, parce que tout est tiré au cordeau dans Saturne et dans Jupiter. Eh, c'est peut-être par cette raison-là même qu'il y a ici un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit que dans mes voyages j'avais toujours remarqué de la variété? Le Saturnien répliqua à toutes ces raisons. La dispute n'eut jamais fini, si par bonheur Micromégas, en s'échauffant à parler, n'eut cassé le fil de son collier de diamants. Les diamants tombèrent. C'étaient de jolis petits carats assez inégaux, dont les plus gros pesaient 400 livres, et les plus petits 50. Le nain en ramassa quelques-uns. Il s'aperçut, en les approchant de ses yeux, que ces diamants, de la façon dont ils étaient taillés, étaient d'excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de 160 pieds de diamètre, qu'il appliqua à sa prunelle, et Micromégas en choisit un de 2500 pieds. Ils étaient excellents, mais d'abord on ne vit rien par leur secours, il fallait s'ajuster. Enfin, l'habitant de Saturne vit quelque chose d'imperceptible qui remet entre deux eaux dans la mer Baltique. C'était une baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement, et la mettant sur l'ongle de son pouce, il la fit voir au Syrien, qui se mit à rire pour la seconde fois de l'excès de petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre monde est habité, s'imagina bien vite qu'il ne l'était que par des baleines, et comme il était grand raisonneur, il voulut deviner d'où un si petit atome tirait son mouvement, s'il avait des idées, une volonté, une liberté. Micromégas y fut fort embarrassé. Il examina l'animal fort patiemment, et le résultat de l'examen fut qu'il n'y avait pas moyen de croire qu'une âme fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à penser qu'il n'y avait point d'esprit dans notre habitation, lorsqu'à l'aide du microscope ils aperçurent quelque chose d'aussi gros qu'une baleine qui flottait sur la mer Baltique. On sait que dans ce temps-là même, une volée de philosophes venait du cercle polaire, sur lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s'était avisé jusqu'alors. Les gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Potnie, et qu'ils eurent bien de la peine à se sauver, mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter ingénument comme la chose se passa, sans y rien mettre du mien, ce qui n'est pas un petit effort pour un historien. Chapitre 5e. Expérience et raisonnement des deux voyageurs. Micromégas étendit la main tout doucement vers l'endroit où l'objet paraissait, et avançant deux doigts, et les retirant par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant, il saisit fort adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs, et le mit encore sur son ongle sans trop le presser, de peur de l'écraser. Voici un animal bien différent du premier, dit le nain de Saturne. Le Syrien mit le prétendu animal dans le creux de sa main. Les passagers et les gens de l'équipage, qui s'étaient crus enlevés par un ouragan, et qui se croyaient sur une espèce de rocher, se mettent tous en mouvement. Les matelots prennent des tonneaux de vin, les jettent sur la main de Micromégas et se précipitent après. Les géomètres prennent leur quart de cercle, leurs secteurs, et défilent la ponne et descendent sur les doigts du Syrien. Ils en firent tant qu'il sentit enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts. C'était un bâton ferré qu'on lui enfonçait d'un pied dans l'index. Il jugea par ce picotement qu'il était sorti quelque chose du petit animal qu'il tenait, mais il n'en soupçonna pas d'abord davantage. Le microscope, qui faisait à peine discerner une baleine et un vaisseau, n'avait point de prise sur un être aussi imperceptible que des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi. C'est qu'en prenant la taille des hommes d'environ 5 pieds, nous ne faisons pas sur la terre une plus grande figure qu'en ferait sur une boule de 10 pieds de tour un animal qui aurait à peu près la 600 millième partie d'un pouce en hauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main, et qui aurait des organes en proportion des nôtres. Il se peut très bien faire qu'il y ait un grand nombre de ces substances. Or concevez, je vous prie, ce qu'elle penserait de ces batailles qui nous ont valu de villages qu'il a fallu rendre.
Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne hausse de 2 grands pieds au moins de l'éponnée de sa troupe, mais je l'avertis qu'il aura beau faire, et que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits. Quelle adresse merveilleuse ne fallut-il donc, ne fallut-il donc pas à notre philosophe de Sirius pour apercevoir les atomes dont je viens de parler? Quand Leeuwenhoek et Hartsoeker virent les premiers, ou crurent voir la graine dont nous sommes formés, ils ne firent pas à beaucoup près une si étonnante découverte. Quel plaisir sentit Micromégas en voyant remuer cette petite machine, en examinant tous leurs tours, en les suivant dans toutes leurs opérations. Comme il s'écria, comme il mit avec joie un de ses microscopes dans les mains de son compagnon de voyage. Je les vois, disaient-ils tous deux à la fois. Ne les voyez-vous pas qui portent des fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent? En parlant ainsi, les mains leur tremblaient, par le plaisir de voir des objets si nouveaux et par la crainte de les perdre. Le Saturnien, passant d'un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu'il travaillait à la propagation. Ah, disait-il, j'ai pris la nature sur le fait, mais il se trompait sur les apparences, ce qui n'arrive que trop, soit qu'on se serve ou non de microscope.